Mohamed Belkour, bonsoir. Bonsoir madame. La région du Sahel, on s'y intéresse ce soir. C'est une région confrontée à de grands bouleversements d'ordre politique, géopolitique, sécuritaire. Comment et de quelle manière se manifestent ces changements, professeur? C'est une région chrysogène, cette région qui est confrontée à une multitude de crises liées à la construction de l'État. Donc déjà, c'est pratiquement des États qui ont hérité d'institutions qui ont essayé aussi de créer des schémas comparables à celles de l'ancien colonisateur. Donc aujourd'hui, ces pays sont aussi confrontés à des crises identitaires. Il y a des identités refuges aux dépens de l'identité nationale. Oui. Il y a des problèmes de construction d'institutions sur une base citoyenne, donc il y a un problème de légitimité. C'est des pays qui sont classés comme des PMA, des pays moins avancés, donc c'est des pays qui bouclent la liste des pays les plus pauvres au monde. Oui. C'est aussi des pays qui connaissent de l'instabilité chronique, liée notamment à des situations de conflictualité pour des raisons endogènes, mais aussi par rapport à des schémas d'ingérence étrangère. Oui. Le Sahel aujourd'hui est une région qui est considérée comme un épicentre du terrorisme mondial. Oui. 48% de toutes les victimes du terrorisme en 2022 sont au Sahel. 4 pays du Sahel sont classés parmi les 10 premiers au monde en matière d'insécurité liée à l'extrémisme et au terrorisme, mais aussi aujourd'hui, on voit des bouleversements liés à des changements non constitutionnels avec des implications à la fois sur la politique intérieure, mais aussi sur les relations extérieures de ces États. Alors tous ces aspects, nous allons les détailler durant cette émission. Vous l'avez dit, le terrorisme est sans doute le phénomène qui a représenté et qui continue de représenter la plus grande menace auquel fait face cette région. Expliquez-nous quels sont les facteurs qui ont contribué à la prolifération des groupes terroristes dans cette région. Qu'est-ce qui fait de cette région un des foyers les plus prospères pour les groupes terroristes dans le monde? Oui, il y a à la fois des facteurs endogènes, mais aussi des facteurs exogènes. Oui. Le terrorisme au Sahel est un phénomène pratiquement récurrent. Oui. Les plus grands actes terroristes ont commencé à la fin des années 90. Le plus grand acte a été en 2003 avec la prise d'otages, mais on a vu depuis cette date une multitude d'acteurs terroristes dans la région. Aujourd'hui, on est en face de 2 entreprises terroristes internationales, à la fois Al-Qaïda et ses filiales, oui, et l'État islamique et ses filiales, mais aussi avec d'autres acteurs que je qualifie de locaux, même voire communautaires, mais aussi on voit cette ouverture du Sahel à d'autres fronts du terrorisme, soit en Afrique de l'Ouest, avec le cas de Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, oui, mais aussi par rapport au Shabab en Afrique de l'Est, mais on voit aujourd'hui aussi un certain nombre de facteurs qui alimentent ces entreprises terroristes. Il y a eu donc une infiltration de groupes terroristes venus Je ne dirais pas que c'est des infiltrations, oui, il y a des facteurs à l'intérieur de cette zone qui ont créé les conditions pour, non pas seulement l'existence, mais plutôt l'émergence de ces acteurs. Il faut dire que la crise en Libye, en 2011, a créé des conditions de déchéance du Mali, avec une prolifération d'armes en millions, soit armes légères ou tactiques. Aussi l'arrivée d'un certain nombre de mercenaires qui étaient dans la milice verte de Kadhafi, soit pendant les années 80, mais aussi dans des institutions de sécurité libyennes post-90. Aujourd'hui, on voit aussi dans cette région, les ingérences étrangères ont créé des conditions pour la complexification des phénomènes terroristes, mais aussi ses imbrications avec le crime organisé. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, on ne pourrait le distinguer de la criminalité organisée, notamment la traite humaine, le trafic d'armes, la contrebande, mais aussi, surtout, le narcotrafic. Donc, le narcotrafic, soit les ATS, donc les drogues synthétiques en provenance de quelques pays africains, la drogue dure, cocaïne ou le crack en provenance d'Amérique latine via la ville de Guinée, mais aussi la résine du cannabis en provenance du Maroc
qui est le premier pays producteur au monde de cette substance. Mais on voit aussi, Madame Rim, que dans ces régions, on voit l'instrumentalisation de ces phénomènes dans des schémas de déstabilisation, mais aussi de présence. L'exemple le plus frappant, c'est la création du mouvement du djihad en Afrique de l'Ouest il y a quelques années, par le biais des services marocains. Les activités de ce groupe n'étaient pas nécessairement en Afrique de l'Ouest, mais les premières attaques étaient en Algérie. Oui. Le rap de 3 citoyens étrangers à Tindouf, des attaques à Tamarasset et Ouargla. Aujourd'hui aussi, on voit dans cette région présence étrangère, notamment française, américaine et avec 10 autres pays européens, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est la multiplication des actes terroristes, mais aussi la complexification de ce phénomène et la prolifération de la menace à travers toute cette bande sahélienne de la Corne de l'Afrique vers la baie de Guinée, mais surtout, ce qu'on voit, c'est une véritable conflagration sécuritaire dans cette région. Alors s'il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé et qui contribue à la prolifération de cette menace terroriste dans la région, c'est la pauvreté. Professeur Mohamed Berkouk, malgré donc l'immense potentiel de développement de cette région, le Sahel demeure pauvre. Il y a cette pauvreté qui contribue justement on va dire à ce que le phénomène soit plus complexe, le phénomène du terrorisme. Où réside le problème selon vous, professeur Mohamed Berkouk? Il y a sans doute un problème de gouvernance, peut-être? Certainement. Oui. Il faut dire, Madame Rim, que la pauvreté ne constitue pas un driver, une force qui pourrait nécessairement créer les conditions pour le terrorisme. Oui, souvent on nous parle de plans, de projets de développement pour le Sahel. Absolument, oui. Mais la pauvreté ne constitue pas un facteur objectif pour expliquer le terrorisme. C'est certes que cette région est composée de pays qualifiés de pays moins avancés. Le taux de pauvreté est environ de 40% à 63%. Mais il faut dire qu'il y a d'autres facteurs qui alimentent ce terrorisme. Comme je disais, c'est des problèmes de gouvernance. Donc, oui. Il y a un problème de géogouvernance. J'aimerais qu'on développe autour de cette notion. Absolument. Oui. C'est des pays qui n'ont pas connu vraiment de stabilité systémique depuis leur indépendance pendant les années 60. Je parle des pays du Sahel, notamment francophone. Ces pays n'ont pas aussi pu créer, comme je disais, un sens de loyauté citoyen envers leur État, parce que ces identités refuges constituent, dans la majeure partie des cas, des facteurs de déconstruction des États. On voit de déstabilisation. On le voit soit au nord du Tchad, on l'a vu quelque part au centre et au nord du Niger, on le voit un peu partout au Mali, on le voit entre le sud et le nord de la Mauritanie, on le voit aussi au Burkina Faso et ailleurs. Donc c'est le problème de ce qu'on appelle des ethnies politiques, où c'est cette volonté de créer d'autres acteurs politiques aux dépens de la construction d'un sens unitaire de l'État. Il y a aussi, pardonnez-moi professeur, le retour de ce phénomène des coups d'État dans la région qui n'arrange pas la situation. On a vu beaucoup de coups d'État ces dernières années. Oui. On a vu au Burkina Faso, on a vu à 2 reprises au Mali. Ce sont des facteurs qui ont eu des précédents dans l'histoire de ces pays. Au Mali, on est pratiquement au 5e ou 6e coup d'État, mais avec des contextes totalement différents. Ce qu'on voit aujourd'hui dans ces pays, c'est une volonté de faire des refondations de leurs États. On a vu dans ces 2 pays une remise en cause des accords militaires, notamment avec la France. On a vu il y a quelques jours une volonté burkinabé de se démarquer de l'accord de 2018 qui a formalisé la force Sabre dans ce pays. Donc c'est la présence de forces spéciales dans ce pays. On a vu avec le Mali aussi cette volonté de créer des tendances souverainistes
pour ne pas dire indépendantistes. Donc aujourd'hui, ces pays sont en train de revoir le sens d'appartenance à l'échelle nationale, Oui. recréer le sens de la citoyenneté par rapport à une notion de souveraineté. Et deuxièmement, c'est rééquilibrer leurs relations extérieures pour au moins minimiser l'impact des dépendances. Parce que ces pays vivent des situations de dépendance structurantes. À la fois, ces pays, bien avant leur indépendance, Madame Rim, ont été encadrés dans leur démarche d'indépendance. Et puis, ces pays indépendants, ces pays francophones, ont été aussi encadrés par des schémas de coopération en créant un ministère propre à ces 14 pays, le ministère de la coopération, oui, en développant une logique de coopération par la dépendance, les quatre grands rapports, le rapport Gorge, Janini, Abelin, notamment, qui ont développé un concept de dépendance structurelle de ces pays envers la France. La monnaie n'est pas une monnaie des monnaies nationales. Oui. Des fois même les choix politiques et les choix en politique étrangère ne sont pas nécessairement nationaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une véritable remise en cause de ces schémas de dépendance structurelle et structurante.